Donc vous pouvez tout à fait choisir votre notaire ou choisir le notaire de l'autre partie, ça c'est à la convenance du client. Et puis la réalité, est-ce que vous avez constaté une réelle grosse baisse? Nous on a eu une baisse d'activité courant janvier, mais là actuellement c'est vrai que l'activité a repris, l'activité dans l'immobilier, ouais. Effectivement il n'y a pas de baisse actuellement, mais voilà, encore une fois, côté acquéreur, moins d'incidence pour vous, côté vendeur, il faut faire très attention quand vous vous engagez et quand vous contresignez une offre d'achat. Tout à fait, donc moi ça s'est terminé grâce à vos arguments. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter Maître Jaladi. Bonjour. Qui a gentiment accepté de répondre à mes questions. Donc je vous remercie beaucoup d'accepter cette interview. Avec plaisir. Donc dans cette vidéo, Maître Jaladi qui est mon notaire depuis pas mal d'années, enfin je suis dans l'étude depuis toujours, depuis une dizaine d'années, et bien sûr très satisfait des services et du suivi qu'il y a dans votre étude depuis toutes ces années qui m'ont accompagné dans mon parcours d'investisseur. D'accord, merci. Et c'est vrai que je reçois pas mal de questions aussi de primo-investisseurs ou d'investisseurs chevronnés qui se posent des questions, et donc on a préparé quelques questions pour aider tous ceux qui regardent les vidéos, tous ceux qui veulent passer à l'action aussi, à avoir des réponses. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va traiter, je pense qu'on va faire plusieurs parties parce qu'il va y avoir pas mal de questions et pas mal de contenu. On va parler bien sûr du choix du notaire, comment choisir son notaire. On va parler effectivement des frais de notaire, on va parler des frais de plus-value aussi. On va parler de succession et de transmission. Exactement. Aussi un sujet qui est assez peu abordé, je trouve, et pas assez, et c'est des choses qui doivent être anticipées. Et d'ailleurs, même encore, je suis en train d'ajuster aussi certaines choses parce que on pense faire des choses, puis dans la vie, les choses changent, évoluent, et c'est bien anticipé aussi toute cette partie-là. Et puis voilà, donc j'ai reçu pas mal de questions sur internet aussi sur la division aussi, il y a pas mal d'investisseurs qui font des divisions. Exactement, voilà, dans quel ordre, dans quelle étape, comment ça se passe, quelles sont les contraintes. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle d'investissement immobilier au sens large, on parle beaucoup d'investissement dans l'ancien. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif, vous avez un lien juste en description si vous souhaitez investir, passer à l'action. Nous avons actuellement 120 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs pour vous aider à trouver des affaires rentables sur toute la France. Regardez notre site internet et n'hésitez pas à nous mandater si vous avez besoin et envie de passer à l'action par des personnes expérimentées. Alors, Maître, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter peut-être l'étude, et la première question qui vient, c'est aussi comment choisir son notaire, à quel moment aller voir un notaire, quand on n'a pas investi, qu'on n'est pas passé chez notaire, on n'a pas eu de raison d'aller voir un notaire. Il y a pas mal de personnes qui ont peut-être peur d'aller consulter un notaire. Est-ce qu'on peut venir vous voir facilement? Et voilà, comment on fait son choix et comment ça se passe pour les premiers rendez-vous? Tout à fait. Donc je me présente, donc Benoît Jaladi, notaire à Brive, à l'étude notariale, Masmonteil Rodaro Jaladi. Je suis donc associé avec Laure Masmonteil Rodaro, à Brive. Donc quand aller voir un notaire, pour toutes les étapes importantes de votre vie, et à partir du moment où vous avez un renseignement à demander à votre notaire, que ce soit dans l'immobilier, pour le droit de l'immobilier, ou également pour le droit de la famille, nous avons souvent des rendez-vous de renseignement avec des clients qui nous sollicitent pour avoir un rendez-vous et des conseils sur le droit de la famille, que ce soit une donation par exemple, pour une transmission à leurs enfants, donc de leur vivant par l'intermédiaire d'une donation, ou alors à leur décès et préparer leur future succession par l'intermédiaire d'un testament et d'un legs, par exemple à leurs enfants et à leurs descendants. D'accord. À quel moment pensez-vous qu'il est le plus judicieux d'y aller le voir? Est-ce qu'il y a un âge précis ou pas forcément? Non, pas forcément d'âge précis.
puisque plus on anticipe la transmission à ses enfants et à ses héritiers en général, et mieux c'est. Donc il n'y a pas forcément d'âge précis pour aller voir son notaire. Vous pouvez aller consulter votre notaire, étant donné que le conseil doit être gratuit. À partir du moment où il n'y a pas de recherche trop importante pour le notaire et pour l'office notarial, le conseil est gratuit. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir son notaire pour toutes les étapes importantes de sa vie, que ce soit à titre professionnel, par l'intermédiaire d'une entreprise, d'une société, quelle entreprise choisir, quelle structure choisir, ou par l'intermédiaire également de son patrimoine privé. Et donc là, ça va être pour les questions notamment de transmission, ce que l'on vient de voir, ou pour un achat immobilier, ou pour calculer éventuellement une plus-value immobilière, on va y revenir ensuite, par rapport à une future vente. Voilà, toutes les étapes importantes de votre vie, je pense qu'il est important de consulter votre notaire. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est d'avoir peut-être le bon véhicule aussi avant de faire des projets. Parce que on prend un moment justement avec son notaire pour poser les choses et réfléchir aux stratégies à plusieurs niveaux, parce que vous avez des compétences, que ce soit fiscales, patrimoniales, d'entreprise, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir plusieurs avis aussi. Il y a des avocats en droit fiscal aussi qui sont spécialisés, un expert comptable, et c'est l'ensemble. Tout à fait. Et ce qui va être très important, ça va être peut-être de l'interprofessionnalité. Quand il y a des questions vraiment très pointues en droit fiscal ou en droit des sociétés, droit des affaires, etc. Nous, on n'hésite pas à faire venir des partenaires avec qui on travaille. Ça peut être un avocat fiscaliste, ça peut être un expert comptable, pour travailler tous ensemble sur le dossier, puisqu'il y a des questions qui peuvent être pointues en droit fiscal ou en droit des affaires, droit des sociétés, sur lesquelles on n'est pas forcément spécialisé exactement pour y répondre. Tout à fait. Et je pense que c'est bien de confronter les idées. Et nous, en tant qu'investisseurs, de toute manière, malgré tous les professionnels qui nous entourent, vous êtes maître à bord de prendre aussi vos propres décisions et de dire tel conseil est pertinent, mais il y a toujours des choix à faire, des avantages, des inconvénients. Et c'est bien aussi d'avoir l'ensemble comme ça des éléments pour prendre ses propres décisions. Et c'est ça que j'apprécie. On le dit souvent, c'est l'entourage qui fait qu'on a une belle réussite. Exactement. Et être bien entouré avec des bons professionnels, donc créer une équipe. Au début, peut-être que vous allez prendre un rendez-vous, c'est vrai, sur un professionnel auquel il n'y aura pas forcément de lien. Et puis, le deuxième, ça sera le bon. Il y a le côté humain, le côté professionnel. Il faut que ça vous ressemble, vous vous sentiez à l'aise. Et moi, donc, je peux donner un exemple, par exemple, qui est le plus récurrent, c'est des clients qui viennent nous voir suite à un décès, donc dans le cadre d'une succession ou dans le cadre d'un divorce, et qui regrettent de ne pas être allés chez le notaire au moment du mariage. S'ils avaient eu toutes les explications concernant les contrats de mariage, de séparation de biens, communauté universelle, participation aux acquis ou le régime légal de la communauté, ils auraient peut-être opté pour un contrat de mariage et choisi un autre régime matrimonial qui aurait été plus judicieux et plus opportun en fait dans leur situation. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir son notaire pour toutes les étapes de la vie et non pas uniquement lorsque vous achetez un bien immobilier ou dans des actes courants. Il ne faut pas hésiter à aller voir son notaire pour le conseil, avoir des renseignements. Avant-projet. Voilà, avant-projet afin d'anticiper les événements futurs. Et peut-être dès qu'on a un doute. Oui, tout à fait. Ça permet d'avoir des renseignements auxquels on n'aurait pas pensé pour bien construire son patrimoine et sa succession aussi, parce que ça peut et ça doit s'anticiper dès le début. Oui, exactement. Voilà. Tout à fait. Alors, dans les ventes, souvent, il y a un ou deux notaires. Donc, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que nous, ceux qui suivent la chaîne, c'est souvent des acheteurs, des vendeurs aussi, souvent des acheteurs. Est-ce qu'il est préférable d'avoir deux notaires ou un seul notaire suffit? Ça coûte pas plus cher d'en avoir deux? Exactement. Le plus important est que vous choisissiez votre notaire pour vous représenter donc dans l'acquisition ou dans votre vente. Mais il n'y a pas d'obligation de choisir le notaire que choisit le vendeur lui-même, ou si vous êtes vendeur, de choisir le notaire de l'acquéreur. Donc vous pouvez tout à fait choisir votre notaire ou choisir le notaire de l'autre partie. Ça, c'est à la convenance du client. Oui. De toute façon, s'il y a deux notaires, un notaire qui représente le vendeur et un notaire qui représente l'acquéreur, dans ce cas-là, il n'y a pas plus de frais. Ça ne coûte pas plus cher en frais de notaire pour l'acquéreur, puisqu'il y a une répartition du montant des frais de notaire, ce qu'on appelle les frais de notaire, entre le notaire du vendeur et le notaire de l'acquéreur. Donc je pense que le plus important est que vous soyez assisté par la personne de votre choix, que ce soit votre notaire, ça peut être le notaire de famille, ou ça peut être le notaire qu'on vous a conseillé, ou ça peut être également le notaire du vendeur ou de l'acquéreur en fonction si vous vendez ou si vous achetez le bien immobilier.
Moi, je trouve que c'est bien d'avoir son propre notaire parce que, bon, il va essayer de mieux, déjà, il nous comprendra mieux dans notre parcours, Ouais. dans notre profil patrimonial. Et puis, il est là pour défendre aussi nos intérêts, hein, bien que c'est tout à fait impartial, hein, on est d'accord. Ouais. Mais je trouve ça bien d'avoir une personne référente. C'est vrai qu'avec la fluidité des informations qu'on a Exactement. et puis le cursus, voilà, tout est suivi, tout est organisé. Et c'est vrai que vous allez pouvoir avoir comme ça des réflexions de votre propre notaire qui connaît précisément votre situation personnelle, patrimoniale et familiale en fonction des différents projets. Donc c'est vrai qu'une fois que vous avez trouvé la bonne personne, autant faire confiance à une étude sérieuse et des notaires sérieux pour bien vous accompagner, parce que c'est vrai que on est dans du juridique, on est dans des choix précis et des montants assez importants, donc c'est bien d'être bien accompagné avec des bons conseils. C'est ce qu'on va voir justement après dans les signatures de compromis, mettre les bonnes clauses, les bonnes informations. Assister et conseiller les clients, exactement. Ouais. Alors on est parti pour la deuxième partie, pour la signature d'une offre et du compromis. Donc nous on a pas mal d'investisseurs aussi qui ont du mal à se positionner. Nous on le voit au sein de projets locatifs, des fois on leur propose des projets et nos acheteurs hésitent, réfléchissent et l'affaire leur passe sous le nez. Parce que ils n'ont pas été assez réactifs, ils n'ont pas fait de propositions et bloqué le bien assez rapidement. Oui, bien sûr. Donc on va en parler en détail, mais c'est vrai qu'une offre n'engage un acheteur qui a signé un compromis, et en tant que personne physique, vous avez encore un délai de rétractation, même si vous signez un compromis, vous avez un délai de 10 jours. Bon, et il m'est arrivé, moi, personnellement, une petite mésaventure qui s'est plutôt bien terminée, où j'ai justement, l'idée c'est de bloquer le bien rapidement pour engager le vendeur et bloquer l'affaire qu'on nous présente. Et c'est ce qui s'est passé avec un vendeur. Donc moi, Maître Jaladi est au courant. J'avais fait une proposition sur un immeuble. Le vendeur m'avait contresigné cette proposition. J'avais bien sûr demandé au préalable à Maître Jaladi quelles sont les informations importantes à intégrer dans cette offre. Donc j'avais eu tous les renseignements nécessaires. Et le vendeur m'a signé cette offre. Et puis finalement, après coup, le vendeur a changé d'avis, a réfléchi, peut-être qu'il a eu une proposition supérieure, et le vendeur continue à faire des visites. Mais j'ai dit, écoutez monsieur, vous êtes engagé avec une offre contresignée, vous êtes bloqué. Mais alors là, le vendeur m'a répondu, pas du tout, je ne suis pas du tout bloqué, je n'ai pas signé de compromis, je suis encore libre. J'ai dit, justement, non. Maître Jaladi, est-ce que vous pouvez me donner les arguments pour informer mon vendeur de ses engagements? Et c'est là que vous m'avez répondu. Tout à fait. Donc effectivement, en vertu du Code civil, bon, je ne vais pas vous donner tous les articles, mais l'article principal pour cette question-là, c'est l'article 1583 du Code civil. Et à partir du moment où il y a un accord sur la chose, donc le bien immobilier en question et le prix, entre vendeur et acquéreur, dans ce cas-là, ça peut valoir contrat de vente. Alors je dis bien ça peut valoir, puisque après la jurisprudence peut trancher en faveur ou en défaveur de l'acquéreur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que côté acquéreur, même si vous engagez dans une offre d'achat, vous avez encore un délai de rétractation si vous engagez en tant que personne physique, hein, pas en tant qu'associé dans une société, et pour un bien uniquement à usage d'habitation. Puisque un bien qui n'est pas usage d'habitation, dans ce cas-là, la loi SRU, hein, donc le délai de rétractation de 10 jours suite à la signature d'un avant-contrat, ne s'applique pas. D'accord. Donc pour l'acquéreur, personne physique qui achète un bien à usage d'habitation, votre offre d'achat a des conséquences un peu plus relatives, étant donné que vous avez votre faculté de rétractation pendant un délai de 10 jours. Par contre, côté vendeur, si vous vous engagez et si vous contresignez une offre qui a été faite par votre acquéreur, dans ce cas-là, il y a des répercussions qui peuvent être importantes, avec, en cas de rétractation ou de désistement de votre part sur la vente, des indemnités qui peuvent être dues à l'acquéreur au titre du préjudice subi par l'acquéreur. Exactement, et donc c'est ce qui s'est passé, pour moi. Ça a été une négociation, une discussion avec le vendeur. Soit et après ensuite, quand il y a un conflit de ce genre, donc soit ça se règle à l'amiable entre vendeur et acquéreur, je ne sais pas si c'était le cas pour vous, ou alors ça peut être le juge qui peut trancher sur des indemnités éventuellement dues
par le vendeur à l'acquéreur, et en plus peut-être une force exécutoire de l'offre d'achat, c'est-à-dire peut-être que l'acquéreur pourrait faire exécuter la vente et faire engager le vendeur, même s'il ne souhaite plus s'engager. Et puis le bien est bloqué pendant toute la durée de la procédure, donc en termes d'argument, en disant, bon ben voilà, si quelqu'un veut vendre, lui disant, bon ben la procédure va peut-être durer 1 an ou 2 ans, et le bien va être bloqué pendant cette période-là. Exactement. Après, en tant qu'acheteur, je pense qu'effectivement les indemnités sont variables parce qu'il y a la perte de chance d'obtention de financement, il y a pas mal de choses. Là, après, c'est le juge qui peut trancher. Mais voilà, encore une fois, côté acquéreur, moins d'incidence pour vous. Côté vendeur, il faut faire très attention quand vous vous engagez et quand vous contresignez une offre d'achat. Tout à fait. Donc moi, ça s'est terminé grâce à vos arguments précis aussi pour faire respecter la loi, tout simplement les règles. Le vendeur a accepté effectivement une indemnité, je crois que c'était de 5 à 6%. C'était un montant d'un peu plus de 200 000 euros, donc le vendeur m'a fait un chèque de 12 000 euros. Voilà, pour pouvoir récupérer sa liberté, la jouissance de son bien et revendre, alors plus cher, parce que je crois qu'il avait une stratégie finalement de revendre à la découpe. Et donc, voilà, même s'il m'a donné 12 000 euros, je pense qu'après il a quand même été gagnant évidemment sur le long terme. Voilà, ça dépend après quel est son projet, mais tout à fait, il faut faire très attention côté vendeur et bien réfléchir avant de s'engager dans une offre avec un acquéreur. Donc en tant qu'acheteur, surtout faites signer les vendeurs pour bloquer la situation et puis pour vous engager le vendeur. Alors après, quand on est une société, est-ce qu'une offre engage autant qu'un compromis ou est-ce que c'est la même situation quand on va signer en tant qu'acheteur, en personne morale, en SCI ou en société commerciale? Est-ce qu'on a quand même la liberté de pouvoir se rétracter tant qu'on n'a pas signé le compromis ou... Alors en fait, si vous vous engagez en tant que gérant ou associé d'une société, vous n'avez pas ce fameux délai de rétractation de 10 jours à partir du moment où vous signerez votre avant-contrat, soit chez le notaire ou soit entre particuliers, on va y venir ensuite, ou soit avec une agence immobilière. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien vérifier et de bien anticiper exactement l'achat et de bien confirmer votre achat. Tout simplement. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça, faites attention, ceux qui signent en SCI, moi, je parle sous les couverts de Maître Jaladi, mais je vous conseille de plutôt vous engager en personne physique pour bénéficier justement de cette souplesse et d'intégrer une clause de substitution dans votre compromis à une personne physique ou morale, voilà, pour pallier. Exactement. Ce qui arrive souvent dans les personnes qui sont donc professionnels de l'immobilier, des marchands de biens ou autres, elles achètent en personne physique dans le compromis de vente. En tout cas, elles s'engagent en tant que personne physique dans le compromis de vente. Elle nous demande de mettre une faculté de substitution qui permet à la personne acquéreur du compromis de vente, enfin en tout cas qui s'est engagée en tant qu'acquéreur dans le compromis de vente, de pouvoir se substituer à une société, soit qu'elle crée entre la signature du compromis de vente et de l'acte définitif, ou soit une société qui est déjà constituée, mais ça leur permet, quand c'est un bien encore une fois usage d'habitation, d'avoir cette faculté de rétractation pendant le délai de 10 jours. Tout à fait. Alors après, il peut être décidé de manière conventionnelle entre vendeur et acquéreur quand c'est une SCI d'ordre familial. Donc justement, ça me fait rebondir sur les conditions intégrées au compromis de vente. En tant qu'acheteur, quelles sont les clauses importantes et essentielles à intégrer pour se protéger pour la vente, pour l'achat de ce bien? Est-ce qu'il y a des choses particulières? On connaît bien sûr la clause simple d'obtention de financement. Du prêt bancaire, tout à fait. Voilà, et est-ce qu'il y a d'autres choses importantes? Les éléments essentiels dans un compromis de vente et en règle générale dans une acquisition d'un bien immobilier, c'est bien vérifier évidemment les diagnostics. Ça, c'est la première chose qui est très importante. Alors, les diagnostics, ils peuvent être obligatoires ou non. Ça dépend de la construction également du bien immobilier et l'obtention du permis de construire lié à ce bien immobilier. Donc, bien vérifier les diagnostics. Donc, ça, soit vous pouvez demander également à votre notaire qui peut vous aiguiller là-dessus. Également à l'agent immobilier, s'il y a un agent immobilier qui a fait la négociation de la vente. Également appeler, moi, ce que je conseille aux clients, c'est d'appeler le diagnostiqueur qui peut vraiment vous renseigner. Parce que déjà, d'une part, il allait sur place, il allait sur le bien immobilier, il a vu le bien immobilier, et d'autre part, il a certainement d'autres compétences, peut-être que le notaire en la matière. Exactement.
Ensuite, ce qui est important, donc comme vous le disiez, donc c'est la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire. Alors ça, il faut faire très attention puisqu'on va vous demander les caractéristiques les plus défavorables pour vous pour l'obtention de votre prêt bancaire et notamment le montant maximum emprunté. Alors là, attention, ça peut être un piège, hein. Pourquoi on vous demande le montant maximum emprunté? Si jamais vous avez un refus de prêt au-delà du montant que vous aviez indiqué comme maximum dans le compromis de vente, dans ce cas-là, si vous aviez un refus de prêt, vous ne pourriez pas vous sortir de cette acquisition sans indemnité et sans payer une indemnité au vendeur. C'est pour ça qu'on vous demande toujours le montant maximum emprunté. Tout à fait. Donc ça, c'est très important. Oui, d'intégrer tous les frais qui peut le plus, peut le moins, et donc vraiment mettre le montant maximum. Tout à fait. Si plus tard vous obtenez un refus de prêt inférieur, la clause sera valable. Exactement. Mais supérieure, elle ne sera pas valable. Tout à fait. Et pareil pour le taux d'intérêt et pareil pour le taux d'intérêt, la durée maximale de remboursement. Voilà, donc vous pouvez mettre des durées plutôt longues et vous pourrez, si vous avez un refus de prêt, fournir des refus de prêt sur des durées inférieures ou des taux inférieurs. Mais voilà, toujours donc mettre ça, le montant maximum. Ça, c'est très important. Et ça, le notaire va vous l'expliquer également lors de la signature de l'avant-contrat, puisque ça, c'est une condition qui est très importante. Ensuite, il peut y avoir également un diagnostic assainissement. Alors, pour l'assainissement individuel, si votre bien n'est pas raccordé et n'est pas desservi par un assainissement collectif, dans ce cas-là, en fait, si vous voulez, il y a un contrôle obligatoire donc de la fosse septique. Le rapport, en fait, est d'une durée de validité de 3 ans. Donc ça, il faut bien vérifier, donc avant la signature du compromis de vente ou pendant votre délai de rétractation, bien vérifier si c'est bien conforme, non conforme, parce que ça arrive souvent et c'est le point de dépense, un des points de dépense les plus importants en la matière d'assainissement. Voilà. C'est souvent peu regardé par les investisseurs. Et je pense que vous faites bien de le rappeler, c'est très important parce que ça engendre des frais importants quand c'est pas bien vérifié. Et nous, on a eu le cas là pour des clients et effectivement il y avait un immeuble qui n'était pas raccordé au tout à l'égout. Donc forcément c'est un détail qui peut paraître un détail mais qui est très important. Exactement. Donc ça c'était pour l'assainissement individuel avec le type fosse septique quand ce n'est pas raccordé à l'assainissement collectif. Et il y a également maintenant des contrôles qui arrivent de plus en plus fréquemment dans les régions avec nous par exemple à Brive et dans toutes les communes de l'agglomération de Brive où le contrôle de l'assainissement collectif est obligatoire. Donc c'est Suez, donc le fournisseur d'eau et le distributeur d'eau dans la région, qui contrôle en fait le fait que le bien soit bien raccordé à l'assainissement collectif, au tout à l'égout, conformément à la législation actuelle, avec les eaux usées d'une part et les eaux pluviales d'autre part. Donc ça va être très important également. Et je pense que dans plus en plus de régions en France, il va y avoir un contrôle obligatoire pour ce raccordement à l'assainissement collectif. Et je trouve que c'est très important, puisque ça peut être un poste de dépense important pour le futur propriétaire. Complètement. Après, une chose importante, peut-être la durée d'obtention de financement. On le voit parce que nous, c'est beaucoup des investisseurs et les durées se rallongent de plus en plus. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous constatez, vous, à l'étude? Est-ce que les durées se sont un petit peu allongées? Est-ce que vous constatez plus de refus de prêt, d'ailleurs, de manière générale actuellement pour les ventes, les achats? Mais je sais que nous, on partait de principe sur une obtention de financement sur 1 mois et demi. Entre la signature du compromis et les offres de prêt, aujourd'hui on est plus à 2 mois, voire 2 mois et demi pour récupérer ces offres-là. Donc faites attention, encore une fois, si le vendeur veut récupérer sa liberté et que vous ne lui avez pas fourni les offres dans le délai imparti qui a été décidé dans le compromis, votre vendeur pourra retrouver son entière liberté. Oui, exactement. Donc les délais d'usage, donc en général on met 2 mois à compter de la signature de l'avant-contrat pour obtenir les offres de prêt. Donc obtenir les offres de prêt, c'est pas uniquement un accord de principe, c'est vraiment les offres de prêt qui sont éditées et que vous avez reçues, soit par l'intermédiaire donc de façon dématérialisée par mail ou alors par courrier, par voie postale. Donc ça c'est important, c'est bien. Donc ça c'est le délai d'usage de 2 mois à partir du moment où vous avez reçu les offres de prêt et où vous avez signé le compromis de vente entre la signature du compromis de vente et l'obtention des offres. Mais si vous estimez que, et notamment on a souvent des refus ou des délais qui sont rallongés pour les sociétés
ou les chefs d'entreprise, où les banques demandent les 3 derniers bilans. Donc si votre dernier bilan qui était plutôt positif n'est pas encore édité par votre comptable ou votre expert comptable, il est peut-être intéressant de mettre un délai peut-être allongé par rapport au délai d'usage de 2 mois. Et même pour la création de SCI, par exemple, si vous substituez une personne morale, pour créer une SCI, ça peut prendre 15 jours à 3 semaines, et on rallonge le délai plus, suivant les greffes, effectivement. Mais voilà, bien anticiper ça. Donc suivant la situation, mais ça encore une fois, c'est votre notaire qui va vous conseiller par rapport à ce délai-là pour savoir s'il y a des particularités dans votre dossier qui pourraient amener à rallonger votre délai d'obtention du prêt. J'en viens également au deuxième poste de dépense le plus important pour vous, côté acquéreur, qu'il peut y avoir, c'est par rapport au diagnostic de performance énergétique. On a parlé tout à l'heure des diagnostics, donc qui est devenu très important, étant donné qu'il y a des interdictions à la location pour les logements classés en E, F et G, donc 2034 pour les classes E. Donc ça, c'est très important de bien vérifier le diagnostic de performance énergétique avant d'acheter, et encore une fois, vous l'aurez également dans votre délai de rétractation, donc de bien vérifier la classe à laquelle, dans les consommations énergétiques, votre logement appartient. Tout à fait. Mais alors nous c'est vrai que ça nous intéresse beaucoup parce qu'il y a pas mal d'anciens propriétaires qui n'ont pas forcément envie de faire des travaux, et c'est des logements, alors nous, toute la nouvelle génération un peu d'investisseurs qui aiment justement proposer des logements de qualité sur le marché locatif, va être friande finalement de logements un peu en passoire énergétique, puisque c'est des biens qui vont être négociables souvent, et des affaires intéressantes. Puis nous, ça nous intéresse parce qu'il y a des travaux à faire, donc on fait du déficit, et en plus on repart avec quelque chose qui est neuf, qui est bien isolé, avec des locataires qui sont bien dans les logements, et donc si les locataires sont bien, en général les propriétaires sont contents aussi, parce que voilà, c'est comme des clients finalement, donc on attire ce qu'on propose. Donc l'interdiction de location que j'évoquais précédemment dans les classes EFG du diagnostic de performance énergétique, évidemment les biens sont interdits de location sauf travaux, puisque si vous réalisez des travaux, c'est pas figé, donc si vous réalisez des travaux, vous pourrez ensuite rapidement augmenter dans les classes. Tout à fait. Donc le nombre de refus de prêt a augmenté, vous avez senti... Nous n'avons pas constaté à l'étude de refus de prêt, tout à fait, une augmentation de refus de prêt. Peut-être aussi que c'est dû au fait que les vendeurs et les agences immobilières qui ont éventuellement négocié les ventes sont alertés des difficultés pour obtenir les offres de prêt pour les acquéreurs. Donc peut-être que les dossiers sont plus vérifiés actuellement avant la signature de l'offre d'achat et de l'avant-contrat. Donc c'est ce qui se passe au sein de projets locatifs. On suit beaucoup plus nos clients, on les informe, on les aide à avoir un dossier solide justement, et on leur explique qu'il faut être acteur de son financement. C'est vrai que peut-être il y a quelques années, on envoyait son dossier uniquement à sa propre banque et ça passait facilement. Aujourd'hui, selon les politiques bancaires des différentes banques et les restrictions au fur et à mesure du cours de l'année, il faut être partant pour faire plusieurs banques. Et aujourd'hui, en tant qu'investisseur, souvent, et c'est assez fréquent d'avoir 4-5 refus. Pour arriver sur une obtention de financement sur la 6e banque. C'est quelque chose qui est assez classique et qui est maintenant intégré, je pense, par les investisseurs. Je trouve que donc il y a une sensibilité accrue là-dessus. Exactement. Je trouve que les vendeurs également sont avertis, donc ils vérifient de plus en plus le projet et les capacités financières des acquéreurs avant de s'engager avec l'acquéreur, justement. Et donc au niveau des refus de prêt, pour se désengager d'un compromis, est-ce qu'il y a un nombre de refus de prêt à fournir ou pas un seul suffit? Ça dépend de ce qui a été négocié entre le vendeur et l'acquéreur. Dans les avant-contrats, donc chez les notaires, il est fréquent qu'on demande 2 refus de prêt à l'acquéreur pour se retirer de la vente et du dossier de vente sans indemnité. Mais donc encore une fois, c'est une convention entre le vendeur et l'acquéreur. Il faut que l'acquéreur l'accepte. Pourquoi 2 refus de prêt? C'est surtout pour éviter les refus de complaisance avec un éventuel banquier avec qui l'acquéreur aurait des liens étroits. Donc c'est pour ça que de plus en plus, dans la pratique notariale, on demande 2 refus de prêt aux acquéreurs pour pouvoir se sortir sans indemnité du dossier d'acquisition. Pour justifier de la réalité finalement de la situation. Et encore une fois, on le redit, mais des refus de prêt dans les conditions financières de la condition du compromis de vente. Exactement.
une baisse du nombre de transactions sur les 4-5 derniers mois. Vous savez qu'on voit aux infos, alors moi je suis toujours surpris, entre ce que je vois aux informations, entre l'augmentation des refus de prêt, puis nous la réalité, vous savez qu'avec projet locatif c'est pareil, on n'a pas eu une augmentation significative des refus de prêt, nombre de transactions, on fait toujours autant de transactions. Donc je suis curieux de savoir un petit peu réellement entre les effets d'annonce et puis la réalité, est-ce que vous avez constaté une réelle grosse baisse? Nous on a eu une baisse d'activité courant janvier. Courant du mois de janvier, mais là actuellement c'est vrai que l'activité a repris, l'activité dans l'immobilier. Effectivement il n'y a pas de baisse actuellement dans l'immobilier, dans notre région en tout cas. Et... Le mois de janvier, c'est vrai que c'est souvent un petit creux, nous on s'en rend compte parce qu'au mois de décembre tout le monde veut signer en fin d'année et après au mois de décembre il y a toujours un petit creux, il y a les fêtes et tout ça. Et puis nous les notaires on a toujours un décalage par rapport aux agents immobiliers ou par rapport aux vendeurs qui souhaitent vendre leurs biens, puisque entre le moment où la vente est négociée et nous on reçoit le dossier à l'étude notariale, il peut se passer une dizaine de jours ou 2 semaines. Donc c'est vrai que le mois de janvier est plus calme puisque durant les fêtes de fin d'année, les clients ont d'autres choses à penser que l'immobilier. Donc c'est vrai que nous on a toujours un décalage sur le mois de janvier. Mais en tout cas non, il n'y a pas de baisse actuellement dans l'immobilier. Parce qu'il y en a beaucoup qui attendent la baisse, qui attendent la chute des prix. Donc ils sont là, ils se disent c'est maintenant, c'est pas maintenant. Bon voilà, faut faire attention entre les effets d'annonce qu'on voit. C'est vrai que nous, nos instances nous avaient parlé d'une baisse éventuellement et d'une crise dans l'immobilier en octobre 2022, mais c'est vrai que pour l'instant on ne le ressent pas encore pour l'instant. Tout à fait. Ça reste mesuré, ça reste calme. De toute manière, il n'y a pas eu non plus des baisses significatives dans les 50 dernières années. L'immobilier suit son cours et c'est des volumes, ça prend du temps pour faire une transaction. C'est pas comme de la bourse, ça peut pas avoir des fluctuations aussi importantes. On a le temps d'anticiper les fluctuations. Donc souvent on voit des frais de prise de garantie. Bon, bien sûr il y a la partie caution que la banque peut prendre, ou souvent les hypothèques ou les privilèges de prêteurs deniers. Donc quelle est la différence entre ces différentes garanties finalement? Exactement, donc la différence entre l'hypothèque conventionnelle et l'hypothèque de prêteur denier est simplement financière et non juridique, puisque les deux ont la notion d'hypothèque, mais la différence notoire entre les deux, comme je vous le disais, est financière, et notamment par rapport à la taxe hypothécaire, puisqu'il y a une taxe hypothécaire de 0,715% qui est due sur le montant de l'hypothèque conventionnelle, ce qui n'est pas le cas pour l'hypothèque de prêteur de denier. Par contre, l'hypothèque de prêteur de denier ne peut être prise par le créancier, par la banque, ou par le prêteur en tout cas, uniquement sur le montant du prix de vente, déduction faite des meubles. Donc l'hypothèque conventionnelle ensuite est faite au-delà justement de ce prix de vente, déduction faite des meubles. Des meubles et des travaux peut-être aussi, du montant des travaux intégrés. Oui, tout à fait. L'hypothèque de prêteur de denier est faite uniquement sur le prix moins les meubles. Et ensuite tout le reste, donc la différence entre le montant total du crédit, déduction moins le prix de vente, déduction faite des meubles, là ça sera pris en fait en hypothèque conventionnelle. Bon, mais très bien, merci pour cette première partie. Je pense qu'on va faire du coup une deuxième partie parce qu'on a déjà beaucoup d'informations. Donc merci maître en tous les cas pour toutes ces informations pour aider tous ceux qui regardent et qui ont envie d'investir et qui se posent pas mal de questions. Donc merci pour toutes ces informations. On va faire une deuxième partie avec la partie des honoraires de notaire pour bien les comprendre et éventuellement voir comment ils se calculent. Aussi la partie plus-value, comment l'anticiper, comment l'optimiser, comment la calculer. Et la partie bien sûr succession, transmission, et également sur la partie division, quelles sont les règles, quelles sont les contraintes et comment éventuellement effectuer une division dans les règles de l'art. Très bien. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci maître. Merci à vous. Et puis on se retrouve très vite pour la partie 2. Merci. À bientôt. C'est vous, personne physique, ou c'est une société de caution qui s'est portée caution pour vous au cas où vous ne vous remboursez pas vos mensualités. Donc la garantie est prise sur votre tête, personne physique, acquéreur. Comment se calcule la plus-value immobilière? Tout simplement, tout d'abord, c'est la différence entre le prix d'acquisition, donc la valeur d'entrée dans votre patrimoine, et le prix de vente, donc le prix à la sortie de votre patrimoine, donc lors de votre achat et lors de votre vente. Pour le mariage, c'est qu'en tant que conjoint survivant, vous êtes automatiquement exonéré des droits de succession. C'est-à-dire que vous ne paierez pas de fiscalité, pas de taxes à l'administration fiscale.